Une puissance redoutable repose sous terre, là où les plaques tectoniques convergent et où l'une contraint l'autre à s'enfoncer. Ce phénomène se manifeste principalement dans les océans Pacifique et Indien. Au fil des siècles, la pression s'accumule, atteignant un point critique jusqu'à l'éveil du mégaséisme. La Terre est secouée avec une intensité dépassant parfois 9 sur l'échelle de magnitude, surpassant tout autre séisme connu. Lorsque le fond marin est brusquement propulsé vers le haut, une immense onde se propage dans l'eau, générant un tsunami d'une force titanesque. Ces vagues, appelées télétsunamis, traversent les océans, prêtes à dévaster des côtes situées à des milliers de kilomètres. S'étendant sur 1000 kilomètres, la faille de chevauchement donne l'impression que la Terre ne fait pas que trembler, mais qu'elle se déchire littéralement. Voilà qui témoigne de la puissance d'un séisme de méga-chevauchement. Ceux qui se trouvent sur son chemin devront fuir pour leur vie. Les autorités japonaises ont récemment émis leur tout premier avis de méga-séisme. Cet avertissement a été déclenché par une violente secousse en bordure de la fosse sous-marine de Nankai. Bien que la plupart des alertes aient été levées et que le séisme de magnitude 7,1 ait causé peu de dégâts, des secousses ont touché le sud-ouest du Japon, entraînant un ralentissement des trains à grande vitesse pour des raisons de sécurité et affectant les déplacements de nombreux voyageurs. Toutefois, la vigilance demeure de mise face à la menace d'un méga-séisme susceptible de se produire dans la fosse de Nankai dans les décennies à venir. Sous la mer des Philippines, une plaque tectonique s'enfonce lentement sous le territoire japonais, progressant de quelques centimètres par an. Les derniers grands séismes enregistrés dans cette région datent de 1944 et 1946, chacun ayant atteint une magnitude de 8,1. Ces séismes ont provoqué des destructions considérables à travers le pays. Si un nouveau méga-séisme devait survenir dans la région, il pourrait atteindre une magnitude comprise entre 8 et 9. Les scientifiques ne s'accordent toujours pas sur la probabilité exacte de cet événement, bien qu'elle puisse être estimée jusqu'à 80%. De l'autre côté du Pacifique, des chercheurs de l'US Geological Survey ont examiné une zone critique située le long de la côte ouest des États-Unis. Connue sous le nom de zone de subduction de Cascadia, elle s'étend du nord de la Californie jusqu'au nord de l'île de Vancouver, au Canada. Au cours des 14 200 dernières années, cette région aurait connu au moins 30 séismes majeurs, avec une fréquence moyenne d'un tous les 500 ans. Cependant, la région de Cascadia demeure anormalement calme depuis longtemps, ce qui alarme les experts. Ils supposent que la zone pourrait être bloquée, avec des plaques tectoniques collées accumulant une pression immense. Une rupture soudaine d'une partie du fond marin pourrait se produire, entraînant un déplacement de plusieurs mètres. Bien que la secousse principale dure seulement 5 minutes, elle provoquerait un tsunami dévastateur persistant jusqu'à 10 heures. Si cela se produisait, ce serait, selon les experts, le pire désastre naturel de l'histoire du pays. Dans certaines zones, le sol des collines pourrait se liquéfier et se comporter comme des sables mouvants, provoquant l'effondrement des pentes, des routes et des ponts. Environ 620 000 bâtiments pourraient être gravement touchés, voire s'écrouler, y compris une centaine d'hôpitaux et 2000 écoles. Les résidents de l'État de Washington pourraient être contraints de subvenir seuls à leurs besoins essentiels, eau, nourriture et abri, pendant 2 semaines. Les scientifiques analysent les phénomènes de glissement lent, où les plaques tectoniques se déplacent de manière imperceptible sur des semaines ou des mois, libérant une quantité d'énergie insuffisante pour éviter un séisme majeur. Chaque augmentation d'un point sur l'échelle de magnitude multiplie par 40 l'énergie libérée. Ainsi, il faudrait environ 1 million de petits séismes par jour, durant 500 ans, pour égaler l'énergie dégagée par un seul séisme de magnitude 9. Ces petits tremblements de terre pourraient révéler les prémices d'un séisme majeur. Pour renforcer la surveillance de la faille de Cascadia, les experts procèdent à une cartographie plus détaillée et déploient des instruments de surveillance plus sophistiqués en mer. Un financement de plus de 10 millions de dollars a permis l'installation de capteurs sismiques et de jauges de pression sous-marine sur un câble à fibre optique au large des côtes de l'Oregon. L'objectif est de pouvoir alerter les populations à temps et potentiellement sauver des vies en cas de grand séisme. Un méga-séisme de type chevauchement a touché cette région en 1964. Connu sous le nom de Grand séisme d'Alaska, il a atteint une magnitude de 9,2 et duré plus de 4 minutes, devenant ainsi le plus puissant séisme enregistré aux États-Unis et en Amérique du Nord. Les secousses ont provoqué d'importantes fissures et des glissements de terrain.
À Anchorage, de nombreuses maisons, infrastructures et routes ont été détruites, car elles n'étaient pas conçues pour résister à un séisme d'une telle intensité. Dans certaines zones, le paysage a été définitivement transformé. Ainsi, le littoral près de Kodiak et de l'île Hinchinbrook a été surélevé de 9 mètres, tandis que dans des localités comme Girdwood et Portage, le sol s'est affaissé de 2. Les routes ont dû être reconstruites à une hauteur supérieure pour prévenir les inondations provoquées par les marées. Un tsunami gigantesque de 8 mètres a anéanti le village de Chenega. De nombreuses villes côtières ont subi d'importants dégâts, non seulement en raison du séisme, mais aussi à cause des tsunamis et des incendies consécutifs. Les mois suivants ont été marqués par des milliers de répliques de moindre intensité. En août 2024, un séisme modéré, de magnitude 4,4, a frappé Los Angeles. À la suite de cet événement, le service de protection contre les incendies de Los Angeles a inspecté la ville sans relever de dommages majeurs ni de blessés. Cependant, à Pasadena, près de l'épicentre, une canalisation a éclaté à l'intérieur de l'hôtel de ville, obligeant à l'évacuation du bâtiment. Heureusement, aucun risque de tsunami n'a été signalé. La meilleure manière de réduire les risques de panique dans ces situations est de miser sur une préparation adéquate. Le Japon figure parmi les régions du globe les plus exposées au séisme, en raison de sa position au croisement de 4 plaques tectoniques. Chaque année, environ 1500 séismes y sont suffisamment puissants pour être ressentis. Cette réalité a conduit les Japonais à adapter leur quotidien à ces phénomènes. Ainsi, une loi adoptée en 1950 impose que les bâtiments soient conçus pour résister à des secousses d'une magnitude allant jusqu'à 7 sans s'effondrer. Une mise à jour, survenue 30 ans plus tard, a précisé que les bâtiments devraient en subir uniquement des dommages mineurs lors de tels séismes et continuer à fonctionner normalement. Toutefois, en cas de tremblement de terre plus puissant, la réglementation impose que la priorité soit d'éviter l'effondrement du bâtiment afin de protéger des vies humaines. À un niveau basique, cela implique de renforcer les structures avec des poutres, des piliers et des murs plus épais pour mieux résister aux secousses. Une autre approche consiste à installer des coussinets spéciaux, fabriqués avec des matériaux comme le caoutchouc, à la base des bâtiments. Certains édifices reposent même sur de larges couches de matelas qui les isolent totalement du sol, ce qui améliore leur protection face au séisme. Un gratte-ciel peut osciller de manière significative, avec un déplacement pouvant atteindre 1,50 m d'avant en arrière. Pour limiter les dommages, les ingénieurs ajoutent également des dispositifs appelés amortisseurs, à chaque 2e étage jusqu'au sommet de l'immeuble. Ces amortisseurs fonctionnent comme d'énormes pompes à vélo, mais remplies de liquide plutôt que d'air. Lors des secousses, le liquide résiste à la compression et absorbe une partie de l'énergie générée par le tremblement. Lorsqu'ils conçoivent des gratte-ciel, les ingénieurs s'efforcent de simplifier et d'équilibrer au maximum la structure. Cela implique que chaque étage ait une hauteur uniforme et que les colonnes de soutien soient réparties de manière régulière. Cependant, les architectes privilégient parfois des designs plus créatifs, ce qui les pousse à chercher des solutions de compromis pour maintenir à la fois l'esthétique et la sécurité du bâtiment. Par exemple, la Tokyo Skytree, l'une des tours les plus hautes au monde, associe un style futuriste à des dispositifs innovants conçus pour résister au séisme. Elle intègre un pilier central, inspiré des pagodes traditionnelles japonaises, ainsi que des amortisseurs sismiques qui dissipent l'énergie des secousses, garantissant ainsi sa stabilité et sa sécurité.